bonsoir et merci de nous rejoindre sur A24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show Algéria. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagné de mon équipe de chroniqueurs pour décortiquer tous les sujets de l'actualité brûlante du moment. Bonsoir Gamal Abina. Bonsoir Nouhad, bonsoir tout le monde. Bonsoir également Badis Khnissa. Bonsoir Nouhad, bonsoir à tout le monde. Il y a également Faisal Matawi autour de la table. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhad, bonsoir aux amis téléspectateurs. Et nous avons également avec nous Mehdi Rzak qui prend déjà des notes. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Nouhad, bonsoir à toutes et à tous. Et bien évidemment, comme tous les samedis soirs, mesdames et messieurs, Nariman Zekar nous rejoindra en dernière partie d'émission. Alors au sommaire ce soir, le scientifique algérien de renommée mondiale Karim Zarib, reçu donc par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour évoquer le développement de la filière lithium en Algérie, l'Algérie qui table sur ses talents pour le développement de son économie entre autres. Alger et Paris entendent reconstruire leur partenariat, un partenariat d'égal à égal après 8 mois de crise, au moment où les médias français défendent des délinquants et des criminels condamnés par la justice algérienne. La relation avec Bamako, elle, se détériore une semaine après la neutralisation par l'armée nationale populaire d'un drone malien. Atin Zawatin Alger rejette les accusations mensongères de la junte militaire malienne. On en parle dans quelques instants et puis nous évoquerons également la situation à Raza, où en plus des nombreux bombardements de l'armée sioniste, la population palestinienne est privée d'aide humanitaire depuis une cinquantaine de jours. En dernière partie, Nariman Zekar, je le disais donc, nous rejoindra pour parler d'une success story, celle de Mehdi Chouiten, cofondateur de Data TJ, une entreprise de spécialité en intelligence artificielle. Voilà donc messieurs, on entame cette émission avec cette information. Donc le scientifique algérien de renommée mondiale, Karim Zarib, a été reçu par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, cette semaine. Ils ont évoqué le développement de la filière lithium en Algérie. Faisal, il a évoqué notamment les moyens à même de permettre de développer cette filière plutôt lithium et de fabriquer ce type de batterie. Qu'est-ce qu'il faut retenir justement de cet entretien avec le président de la République ? Absolument, c'est une rencontre importante parce que M. Zarib, Karim, il est qualifié comme le maître de la batterie au monde. Il a plus de 1000 brevets d'invention, plus de 400 publications et il a aussi vendu plusieurs licences. C'est un spécialiste de la batterie au lithium. Certains l'appellent la LFP, la lithium, fer et phosphate. Comme l'Algérie produit ces trois minerais, et bien sûr on vient aussi de constater qu'il y a aussi un gisement très important dans l'extrême sud algérien. Ça a été annoncé par le ministère de l'Énergie, de lithium. Et le lithium, pour beaucoup d'experts, depuis il y a 10 ans, on ne s'intéressait pas vraiment à ce minerai. Il devient important parce que maintenant, il y a des voitures électriques. Et certains experts l'appellent l'or blanc parce que c'est un minerai critique. Ça veut dire qu'il peut avoir un potentiel en matière d'énergie et économie. Et là, il y a une vision. On sent que chez le président Abdelmadjid Tebboune, l'État algérien, il y a une vision de futur. Parce qu'il faut bien penser au futur. Il y a le moteur thermique et les voitures à moteur thermique qui, pour l'Union européenne, doivent cesser d'exister en 2035. Je ne sais pas si l'échéance va être respectée, mais l'Algérie s'inscrit déjà dans cette vision et M. Zarib a développé un peu sa stratégie. On apprend aussi que la société Sonarem va commencer à produire dans le futur, bien sûr, en faisant des transformations nécessaires, l'acide phosphorique, la production de la cathode, etc. Et M. Zarib, son plaidoyer, je pense qu'il est important. D'abord, que l'Algérie devrait s'inscrire dans le futur par rapport à cette filière. Peut-être même de vendre des licences plus tard, parce qu'il faut aussi penser à l'exportation, en développant aussi la formation. Et le plaidoyer de M. Zarib, maintenant qui a constitué une équipe algérienne, une équipe aussi au Canada, parce qu'il est établi au Canada, il a grandement contribué à développer cette filière au Canada. Penser à créer des écoles spécialisées dans la transformation des batteries, dans l'intérêt au lithium, dans plusieurs filières pour aller vers cette filière dans 4-5 ans, parce que la filière batterie pour les voitures électriques déjà utilisée par Tesla, par exemple, qui est un fabricant américain, par Mercedes, par BYD, qui est le leader mondial chinois. Penser à le faire dans le futur, mais également d'avoir une vision globale par rapport au respect
de transition énergétique. Parce que ces batteries LFP, lithium, fer, phosphate, entrent dans le cadre de cette préservation de l'énergie parce que c'est pour les voitures électriques et pas thermiques. Donc on sent qu'il y a quand même un travail qui commence à se refaire et à s'inscrire aussi dans le futur. Très bien, merci Faisal. Badis Nissa, alors monsieur Zarib fait partie de ces sommités, de ces talents algériens qui sont donc installés à l'étranger mais qui reviennent au pays pour contribuer justement à l'économie nationale. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'interpréterai cette rencontre sur le fond et sur la forme, si vous me permettez. D'abord, sur la forme, il y a deux enseignements, il y a deux véritablement aspects qui s'en dégagent, à savoir le premier, l'attachement du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à la science tout court. C'est-à-dire qu'il sait que la science, la technologie est la clé de voûte notamment du développement du pays, qui plus est, encore une fois, à travers une expertise connue, reconnue comme le scientifique. Et puis ensuite, un deuxième aspect, non des moindres aussi, c'est comment associer justement cette communauté nationale établie à l'étranger, cette matière grise que beaucoup nous envient et puis qui aujourd'hui en plus est disposée à le faire pour justement le servir, le développement de notre pays. Il répond à l'appel du président de la République pour venir justement servir la patrie. Absolument. Qui plus est en plus sur des secteurs, disons, nouveaux, parce qu'on parle effectivement du minerai, à savoir le lithium et d'autres. La terre algérienne est une terre riche, notamment, et puis elle a quand même beaucoup de potentialités en matière de potentialité. D'ailleurs, le lithium en est un. Effectivement, Faisal a bien fait de rappeler les potentialités d'utilisation. Et donc, quoi de mieux qu'effectivement associer ce type de matière grise, ce type de scientifique, d'ailleurs, qui a déjà une vision. D'ailleurs, il a partagé sa stratégie, comment apporter. Et, croyez-moi, cela nous fait gagner plusieurs décennies. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est qu'on est sur un processus intérieur, c'est-à-dire national, basé sur des compétences patriotes et nationales, et non pas avec des parties tiers. Et puis vous avez les potentialités, et là aussi ça a été dit, je pense que l'Algérie ambitionne à avoir plus de 14% de part de marché d'ici 2028 en matière de lithium, les batteries LFP. On parle de transition énergétique. Oui. On parle aussi une corrélation avec la stratégie du président de la République. On en a discuté auparavant sur la diversification électrique, notamment. Quoi de mieux que ce type de secteur pour pouvoir doper, diversifier l'électricité et son stockage, mais aussi diversifier l'économie elle-même. Là, on est véritablement dans du concret. Donc, je pense que le lithium, c'est l'avenir, c'est la transition énergétique. L'Algérie va être un acteur majeur comme elle l'a été pour les énergies, on va dire, traditionnelles. L'Algérie sera aussi entrer dans l'ère du temps, puisqu'on parle de batteries électriques pour les véhicules, d'autres notamment dérivés qui peuvent aussi arriver avec cette vision. Et puis, pour finir, peut-être pour conclure, c'est aussi une industrie, un secteur porteur de richesse, je dirais de chaînes de valeur notamment qui doivent être créées. On évoque plus de 50 000 emplois indirects, directs plutôt. On évoque plus de 1 million d'emplois indirects, oui. Notamment avec cette redynamisation du Sud, puisque la plupart de nos mines se trouvent dans le sud de l'Algérie. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a des fortes potentialités qui, encore une fois, soyons fiers aujourd'hui, sont portées par les enfants de cette même Algérie et qui ont répondu favorablement à notre président de la République. Oui, Mathis. De toute façon, je pense que les discours du président de la République, Si Abdelmajid Tebboune, à plusieurs reprises, ont orchestré ce retour au bercail, au pays, à la nation de ces cerveaux algériens. Quand tu as un président de la République avec un gouvernement qui dit que toutes les Algériennes et les Algériens partout dans le monde sont les bienvenus dans leur pays, dans leur patrie, et que tout apport de leur part est nécessaire au développement et au rayonnement de la nouvelle Algérie, eh ben, en voici le parfait exemple. Quand tu as des cerveaux de cet acabit-là qui viennent et qui te disent « je veux servir mon pays, j'ai fait ma carrière à l'étranger », et on aura tout à l'heure un exemple encore plus concret en fin d'émission avec Mehdi Chouiten, tu as justement cet appel à la patrie qui est juste exceptionnel et qui donne des résultats comme cela. De surcroît, il a été reçu par le ministre de l'Énergie, Sial Rab, et ça va être dans la continuité de l'Algérie nouvelle qui se base avant tout et essentiellement sur ses enfants, sur ses ressortissants pour développer. Le temps de faire
tous les projets par des consortiums étrangers ou par des entreprises étrangères est révolu. Nous avons la matière, nous avons les cerveaux et nous avons la main-d'œuvre pour développer notre pays, notre patrie avec nos concitoyennes et nos concitoyens. En fait, il faut juste rappeler que la clé du succès, messieurs, et le président de la République le rappelle, souvent réside dans la collaboration avec nos scientifiques, avec nos talents, donc, qui sont déjà reconnus mondialement et qui nous offrent justement leurs services. Gamal Abina, je me tourne vers vous. Est-ce que selon vous, il est important aujourd'hui d'exploiter ces minerais stratégiques? Vous savez, je vais dire plusieurs choses. D'abord, effectivement, c'est essentiel. Il y a un discours qui avait été tenu par le président de la République, M. Tebboune, avant les élections d'ailleurs. Il faut rappeler quand même qu'il a eu une perspective visionnaire avant le 2019. Il avait dit une chose qui m'avait sensibilisé, parce qu'à l'époque, j'étais très gêné par cette volonté de vouloir faire des usines à tous les étages de véhicules thermiques, de véhicules qui sont complètement dépassés. Et il a tenu un discours qui m'avait séduit, parce qu'on a vu de l'intelligence dans le propos. Il a dit, comment se fait-il qu'on fasse ces usines de montage, et pas des usines tout court, c'est que du montage, avec des véhicules thermiques, alors que l'air est aujourd'hui aux transitions énergétiques et aux énergies évidemment renouvelables. Or, il se trouve que l'Algérie possède, semble-t-il, au bas mot, 20% de terres rares mondiales. C'est-à-dire qu'on a quasiment toutes les richesses qui sont concentrées dans le pays. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est l'intégration d'amont en aval. C'est-à-dire qu'on produit, on extrait le minerai, qui est rare, on sait, critique en plus, on le transforme, on le valorise, et on le produit pour la nation, pour faire des véhicules. Comme ça, on est vraiment dans l'économie d'énergie considérable. Toutes les énergies économisées peuvent être exportées. Je parle des énergies fossiles. Et parallèlement à ça, on a une industrie naissante qui intègre tout. Je parle bien d'intégration verticale. Ce qui veut dire que si on est capable de se projeter comme ça, on peut y arriver. Et c'est ce qu'il avait dit à l'époque. Ça m'avait vraiment marqué parce que la question économique en Algérie n'était pas prise au sérieux pendant les années. Pendant des années, les gens n'en parlaient pas sérieusement, ne faisaient pas de vraies projections, on n'avait pas de planification. Là, on sent bien qu'il y a une planification. On fait appel à nos ressources, on fait appel à nos cerveaux à l'étranger, et ça, le président l'a annoncé directement. Tout Algérien, où qu'il soit algérien, on les rapatrie et on développe le pays. Et là, on est sur une impulsion... C'est une volonté politique. Oui, je l'entends bien, mais j'ai entendu dès le début. Ça m'a parlé parce qu'à l'époque, on se souvient, nous, les Algériens de l'étranger, qu'on était vraiment vus comme des corps étrangers. Le billet d'avion à 600 €, donc on ne peut pas venir parce que ça coûte trop cher. Des fois même à 1000 €. Oui, mais pour une famille à 600 € de moyenne, si vous avez 4 personnes, ça fait 2400 € sans dépenser un centime dans le pays. Vous préférez aller ailleurs du coup et vous venez pas. Oui, et puis c'est une perte pour le pays. Vaut mieux dépenser pour la production nationale que pour un billet d'avion. Et donc ce qui se passe, c'est que là, il a fait appel à nos cerveaux. Et ça rappelle beaucoup d'ailleurs un exemple qui est malheureusement mal fini, de l'Irak des années 70, où Saddam Hussein, en 10 ans, il est passé d'un pays qui était essentiellement rural à un pays industrialisé, 20e puissance mondiale. S'il n'avait pas fait la guerre, c'est un pays qui était passé très très fort, parce qu'il a fait appel à ses cerveaux étrangers. Donc aujourd'hui, il y a une logique à la fois d'intégration verticale économique et d'intégration de la nation algérienne dans son entièreté. Et je pense qu'effectivement, des pointures comme celle-là, on en a des myriades à l'étranger, doivent être mobilisées pour pouvoir développer le pays. Et on les a dans tous les domaines. L'avantage qu'on a, c'est que nous les avons dans tous les domaines. Nous avons des personnes de cet acabit-là et de cette puissance intellectuelle dans tous les domaines et qui font qui rayonnent le monde entier par justement leur capacité à produire, innover et créer des richesses. Avant 2019, M. Zarib, M. Mnekchi et beaucoup de scientifiques algériens qui est donc à la NASA. Pendant qu'ils étaient ignorés. Ils sont venus, ils avaient fait des propositions, ils sont venus avec des projets, ils n'ont pas été reçus, ou s'ils ont été reçus, c'est pour prendre un café, puis on les oublie. Ils étaient marginalisés, marginalisés, oubliés, ou c'était fait exprès aussi, parce que la perspective de développer le pays, la perspective stratégique de faire, de consolider la puissance de l'Algérie. Il n'y avait pas de surfacturation avec des personnes comme ça possible. Absolument, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de corruption. Et de sortie de devises pour faire des grands projets. Des grands projets. Tout simplement, il faut là, il y a dans les deux choses. Faisal, il faut dire les choses. Tout simplement, il faut dire les choses. Avant, on avait une sorte de corridor où tout ce qui pouvait faire en sorte de piller les richesses du pays était accepté. Absolument. Et tout ce qui pouvait engendrer une économie réelle en Algérie faite par des Algériennes et des Algériens était mis de côté. Oui. C'est vrai. Tout simplement, il faut savoir dire les choses. Mais à l'époque, c'était vrai qu'on était, je me rappelle bien avoir couvert beaucoup de congrès à l'époque, ça veut dire il y a 10 ans ou plus, on était allergique à l'idée de parler de l'économie de la devise. Dès que quelqu'un commence à parler d'économie de la devise, on change de sujet, on passe à autre chose. Il faut noter que pour le lithium, parce que c'est important, l'avantage de l'Algérie, c'est que le lithium, le fer et le phosphate, il existe en Algérie. Maintenant, il y a une grande course internationale depuis 10 ans. Il y a des pays qui sont producteurs, le fameux triangle de Bolivie, Argentine et Chili dans l'Amérique du Sud.
l'Australie et la Chine qui le produisent, mais l'Algérie le produit. Ça veut dire que maintenant, on s'inscrit maintenant dans une démarche internationale, dans une dynamique internationale en matière de préparation du futur. Parce que M. Zarib, avec la batterie LFP, avec le lithium, c'est l'Algérie du futur qui commence aujourd'hui. C'est l'Algérie du futur qui commence. Je me tourne vers vous, Badissa Khnissa, justement. Est-ce que vous pensez que l'Algérie peut, avec le temps, se positionner comme un acteur majeur de l'industrie du lithium? En tout cas, sur d'autres secteurs, elle l'est déjà. Il faut reconnaître qu'il y a une espèce de recovery, une espèce de rattrapage, mais d'une manière significative. On le voit, c'est palpable. C'est palpable grâce aussi aux enfants, comme je disais tout à l'heure, de l'Algérie, où ils se trouvent d'ailleurs, que ce soit sur le territoire national ou à l'international, puisqu'il y a une complémentarité. J'irai plus loin d'ailleurs par rapport à ce que Faisal a dit et Mehdi, c'est que avant, il y avait même une stigmatisation, une ségrégation caractérisée de la diaspora, de la communauté nationale, au-delà de la compétence. C'est-à-dire qu'on considérait qu'effectivement, ce ne sont même pas des enfants de l'Algérie. Aujourd'hui, il s'avère que non seulement ils sont patriotes, et en plus disposés à le faire pour pouvoir servir la nation, et ça a été démontré dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, le lithium et le minerai, on peut en parler des pontes de la NASA qui ont inscrit, je dirais, sur la roche elle-même, notamment sur la planète Mars, des régions notamment du désert algérien. C'est pour vous dire qu'effectivement, il y a une valeur ajoutée significative. Donc oui, l'Algérie n'est, et n'en déplaise à certains, n'est qu'au balbutiement, je dirais, au point de départ, puisque tout ce qui est accompli aujourd'hui n'est qu'une partie infime de ce qu'on va faire encore et encore, grâce à une vision, ça a été dit, une volonté politique, puisque le président de la République, Al-Majid Tebboune, au lendemain, et d'ailleurs c'est devenu carrément un protocole, une partie de son protocole à l'étranger lors de ses visites officielles, où il rencontre la communauté nationale, où il leur tend la main, effectivement, mais une main effective, une main réelle, et elle s'illustre aujourd'hui à travers ce type d'action. Et j'ai envie de vous dire, la communauté lui rend bien, puisque, encore une fois là aussi, dans tous les domaines, elle est disposée, elle est engagée, elle est déterminée aussi, puisque c'est un travail collectif. On doit servir et utiliser cette intelligence collective notamment pour permettre à l'Algérie d'être à son rang, à savoir un leader, un acteur majeur, un pays pivot dans tous les domaines. En tout cas, on rappelle que la communauté algérienne donc établie à l'étranger est donc la bienvenue, quel que soit le talent de cette communauté, elle est donc appelée à participer donc au développement de la patrie. Un autre sujet, messieurs, qui a fait donc l'actualité cette semaine, c'est ce réchauffement des relations entre Paris et Alger. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, était donc à Alger dimanche dernier. Il a été reçu par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, après s'être entretenu avec son homologue Ahmed Attaf. Mahdi, la France souhaite tourner la page des tensions avec l'Algérie. Alors, une partie de la France, c'est bien de préciser, et le président Macron, avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a décidé, suite à l'appel téléphonique le jour de l'Aïd, que le président Macron a initié envers son homologue algérien, le président Tebboune, de vouloir avancer et d'aller dans une vision beaucoup plus apaisée des relations. Il est évident que le voyage du ministre des Affaires étrangères français est un signe d'apaisement, est un signe de reprise de dialogue. Et comme a si bien recité le ministre des Affaires étrangères, le rideau est levé. Il faut savoir faire abstraction de tout le brouhaha qu'il y a eu tout autour et laisser les hommes qui gèrent la diplomatie gérer ce qu'est la diplomatie. C'est une noblesse qui n'appartient pas malheureusement à tout le monde. La France souhaite tourner la page des tensions actuelles pour reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé avec l'Algérie. C'est un peu les mots de Jean-Noël Barrot, qui est chef de la diplomatie française, qui a été reçu par le président Abdelmajid Tebboune, mais également par son homologue M. Ahmed Attaf, et qui a un peu... on sent la volonté du chef de l'État français, parce qu'il a téléphoné, comme l'a souligné Mahdi, au président algérien, pour passer une crise qui a duré plusieurs mois, il faut le noter, qui a commencé par la décision de Paris de considérer ce qui est appelé le plan d'autonomie marocain comme solution au conflit du Sahara occidental, qui est inscrit, comme on l'a toujours rappelé, dans la commission 4 de l'ONU par rapport à la décolonisation. Donc nous avons une volonté d'aller vers la coopération judiciaire, parce que l'Algérie a fait beaucoup de demandes pour l'extradition de certains délinquants, on en parlera tout à l'heure, et elle n'a pas eu de réponse. Il y a eu une trentaine de commissions rogatoires qui n'ont pas eu de réponse. Là, on sent qu'il y a cette volonté de coopérer. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Gérald Darmanin, devrait venir les prochains jours en Algérie. Reprise aussi des discussions économiques, parce que le Conseil de renouveau économique algérien va avoir une rencontre avec son homologue
français, le MEDEF, le 19 mai prochain. Reprise aussi de la coopération sécuritaire parce qu'elle est importante. Et c'était la partie française qui a été plus demandeuse, notamment entre les deux services de sécurité en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière et d'autres formes de criminalité. Donc il y a une volonté, comme l'a souligné Mahdi, de la diplomatie. La diplomatie a été reprise en main parce qu'on avait senti à un moment donné qu'il y avait beaucoup de flottement et que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, on en reviendra tout à l'heure, prenait en charge des dossiers qui relèvent plutôt du droit international et qui relèvent aussi des rapports entre États. Maintenant, ça a été acté. La visite de Jean-Noël Barrot à Alger acte un peu cette reprise, le dépassement de la crise. On verra comment les choses évoluent, bien qu'on a vu ces derniers jours comment une partie peut-être de la classe politique française n'a pas été vraiment de cet avis, parce qu'il y a des affaires qui ressortent dans les médias, comme s'il y a une force à l'intérieur de la France, de l'État français, qui ne souhaite pas qui vraiment... souhaite compliquer cet apaisement de la relation. Souhaite compliquer davantage la crise entre l'Algérie et la France en utilisant tantôt le dossier du QTF, l'obligation de quitter le territoire français, qui se règle à travers les conventions de 1994, la convention consulaire de 1974. C'est déjà pris en charge par la loi, mais malgré ça, on essaie de compliquer les choses. Et aussi d'autres dossiers, parce qu'à chaque fois, on a des dossiers qui se ressortent. Donc, il y a peut-être il y a encore du travail à la diplomatie française pour aller réellement vers une reprise. C'est ce que l'Algérie souhaite. Ce qu'il faut juste rappeler, Faisal aussi, rapidement, c'est que le réchauffement et le dégel de ces relations est conditionné ici, parce que là aussi, on parle de pragmatisme. C'est-à-dire que quand on parle d'État d'égal à égal, cela conditionne aussi de mettre en place un contexte favorable. Oui. Je l'ai évoqué, je le répète, c'est mettre hors d'état de nuire toute cette secte promoteuse de la division, mais surtout aussi de la rupture entre les pays. Puisque les deux États, j'ai envie de vous dire, ont pris de la hauteur par rapport aux turbulences parfois créées, parfois préméditées, par certains, on en parlera un peu plus dans le détail. Mais il me semble pertinent aujourd'hui de dire qu'effectivement, le discours de la raison, de la sagesse a pris le pas, à travers les deux présidents, lors de leur communication, qui a été illustrée par la suite par des actions franches, réelles, avec ces rencontres notamment qui ont permis de remettre un peu, d'abord, réouvrir les canaux du dialogue, mais surtout aussi de mettre en perspective les pistes d'action, ou même parfois de réaction, puisqu'il y a, comme je dis encore une fois, un contexte à créer favorable, justement, un dialogue apaisé et serein. Et ça a été évoqué, effectivement. Le ministre des Affaires étrangères a souligné aussi la réactivation de certains dispositifs, notamment sur l'économie, à travers la COMEFA, à titre d'exemple. Donc vous voyez bien qu'il y a une dynamique favorable, encore une fois, assujettie à une bonne intention, une bonne foi, portée par, encore une fois, les diplomates. Et c'est là où il faut souligner la restitution de la diplomatie aux gens de la diplomatie, aux experts de la diplomatie. Et uniquement à eux. Mais il y a un truc quand même qui est intéressant par rapport à ça. Moi, j'ai écouté toute la conférence de presse de monsieur ministre des Affaires étrangères français, et il a dit une chose essentielle qu'on a peut-être, qui n'a pas été évoquée d'ailleurs par Faisal, c'est la question des biens mal acquis. C'est quand même un véritable problème de gens qui ont volé l'argent de la nation, il faut le rappeler, pour acheter des biens immobiliers ou autres. Et il a spontanément proposé ça. Et ça va plus loin que ce qui était demandé avant. On n'a jamais demandé ça, mais il a été directement une collaboration judiciaire par rapport à ces questions-là. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, j'aime... Alors, ça a été demandé en revanche. Oui, là, ça a été demandé, mais c'était par rapport à l'attention de 8 mois, c'est pas là-dessus qu'on surfait. Il a été remettre ça au tapis, c'est très bien. Deuxième chose, il faut quand même rappeler une chose, c'est que j'aime pas entendre dire la France est en tension avec l'Algérie parce que 2-3 excités, 2-3 frustrés ont envie de régler des comptes. J'aime pas entendre ça. Quand on voit la gauche, par exemple, elle était vent debout par rapport à cette offensive anti-algérienne. Quand on voit le centre, il était vent debout aussi, on l'oublie, hein. Les communistes pareil. Une droite qui se tenir, celle de Villepin, était vent debout. Et dans le courant macroniste, tout le monde n'était pas d'accord. Oui, mais le langage officiel avait quand même été pris en otage, si on veut. Alors, c'est pas qu'il a été pris en otage, c'est que je pense, c'est là où j'ai pas... Voilà, c'est même pas une prise d'otage, c'est pire que ça. Il y a quelqu'un qui essaie de griller la priorité à M. Macron, qui est soumise à l'intérieur. Or, c'était très indélicat. Donc M. Macron a d'autres problèmes à régler, il est beaucoup à l'étranger, et il a fini par siffler la fin de la récré. Mais il faut quand même se rappeler une chose, quand même, c'est qu'on a deux ministres qui étaient dans la surenchère, et l'extrême droite qui tenait des médias, qui était dans la surenchère. On ne doit pas prendre ces gens au sérieux, je le répète. On ne peut pas accepter que ces gens prennent en otage une population, la France, parce qu'ils ont décidé effectivement de faire leur petite guerre. Donc aujourd'hui, on a deux grandes nations qui peuvent ne pas être d'accord par ailleurs sur certains dossiers, comme la question occidentale, mais qui ont des points de convergence essentiels. Puis je rappelle quand même, c'est important de le dire, l'Algérie c'est le poids lourd de l'Afrique du Nord, qu'on le veuille ou non, c'est le poids lourd géographique, militaire, politique, économique. Donc la France ne peut pas tourner le dos au pays le plus important qui garantit à la fois la sécurité en Afrique du Nord et sa propre sécurité. Donc aujourd'hui, qu'on ait un ministre de l'Intérieur qui devrait d'ailleurs, je pense, il faut quand même rappeler, je rappelle à toutes fins utiles,
il s'était vanté de démissionner si jamais il n'était pas entendu. On attend. Il n'a pas été entendu. Là, il dit le contraire. Non, mais il n'a parce jamais qu'il- dit ça. C'est là où on va. Non, mais il a été désavoué, plus encore. oui, Il n'a pas été clairement. entendu, il a été humilié. Pas les avoués, humilié. Il n'a été entendu sur aucun point. Et maintenant, il est en train de dire wait and see, je vais regarder. Non, il n'y a pas wait and see. Vous aviez dit que si M. Macron vous suivait pas, vous démissionneriez. Et vous ne démissionnez pas. Pourquoi? Gamal. Parce que vous n'existez pas sans ce poste-là. Gamal. Donc aujourd'hui, on attend la fin de ce sombre personnage pour dépasser cette tension Gamal, inutile. juste avant la pub, si je peux me Voilà, permettre, exactement, avant la pub. quand un clown rentre dans un château, le clown ne devient pas prince. C'est le château qui devient un cirque. Ah, c'est pas mal ça. Comprendra qui pourra. Et c'est Tu peux lancer la pub. et c'est sur ces mots qu'on lance la pub, mesdames et messieurs. On revient dans quelques instants. Vous regardez Hebdo Show, bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre. Donc pour cette deuxième partie d'émission, on poursuit donc notre débat, messieurs, autour donc de la reprise du dialogue entre Alger et Paris. Pour cette deuxième partie, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur Driss Cherif, politologue. Bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation. je vous en prie. Merci beaucoup encore une fois. Alors messieurs, en attendant donc que les relations redeviennent normales, disons-le, entre Alger et Paris, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, poursuit, m'a dit, sa politique de haine envers l'Algérie et tente de saboter donc ce rapprochement entre les deux pays. Je vais vous citer ce qu'il a dit. Toutes les polémiques qui ont été lancées ont été utiles. Fin de citation. Déjà, un ministre qui se prend pour un polémiste, c'est déjà très grave. Un ministre de l'Intérieur, de surcroît, qui se prend pour un polémiste, c'est très grave. Je pense que ça n'a été ni utile à la France, ni utile au ministère de l'Intérieur, mais ça lui a plutôt été utile à lui en tant que candidat pour la présidence des Républicains, qui continue à vouloir chipper des voix de l'extrême droite. Donc, à force de taper sur la France, sur l'Algérie, il n'a plus aucune crédibilité. Les Français s'en sont bien rendus compte d'ailleurs. Et actuellement, c'est un désaveu total. Tous les chroniqueurs et tous les analystes sur les plateaux télé ont dit que c'était un désaveu total pour lui de la part de Emmanuel Macron et de Jean-Noël Barrot, qu'il a été écarté du sujet Algérie. Il continue à vouloir surfer sur la vague. Quand tu vois qu'en France, des personnes sont kidnappées, encore ce matin, une joggeuse a été kidnappée, que ce n'est pas ce qui fait l'actualité, mais ce qui fait l'actualité, c'est des TikTokers qui disent des conneries sur Internet, tu vois qu'il y a un problème quelque part et que tous les médias qui sont en train également de lui donner justement ce blanc-seing pour continuer à parler en mal de l'Algérie, se trompent littéralement de cible. C'est une cabale qui est faite contre l'Algérie, c'est une cabale politique, c'est une cabale médiatique qui est faite contre l'Algérie. Et moi, je le sais, j'en suis persuadé, sa candidature, peut-être qu'aux Républicains, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, il a des grandes chances, vu que le niveau est tellement faible en face, de gagner la présidence des Républicains. Mais je continuerai à dire et à persister que les Républicains ne représentent même pas 5% des voix qui ont été données lors des dernières élections présidentielles. Donc c'est un épiphénomène, ce n'est qu'un épiphénomène. Et pour moi, on donne beaucoup plus d'importance qu'il doit en avoir à ce personnage. Monsieur Driss Cherif, pourquoi vouloir torpiller ce réchauffement des relations entre Alger et Paris? En fait, bonsoir tout le monde. La stratégie de Retailleau me semble assez claire, c'est-à-dire de déposséder le dossier qui fait partie de ce qu'on appelle du domaine régalien du président, la politique étrangère et du chef de la diplomatie, pour en faire une politique intérieure, plutôt intermobilisateur. C'est-à-dire que, comme l'a été évoqué par M. Rzad, c'est que là, on a en face de nous un personnage qui se prépare pour prendre les rênes d'un parti qui est très important, même si électoralement, il n'y a pas la déclinaison de son poids politique. Donc il est clair maintenant que là, il est en train de braconner dans le terrain de l'extrême droite. Il faudrait, dans sa stratégie électorale, si je puis dire, dans sa stratégie de communication, de trouver, si vous voulez, un produit d'appel et un terme mobilisateur. Dans le cas d'espèce, c'est l'Algérie. Donc il a essayé un petit peu d'écarter le Quai d'Orsay et de faire en sorte que la rue Beauvau soit la détentrice qu'on appelle du dossier algérien. Donc là, il y a un pari électoral, mais un pari politique. Mais actuellement,
excusez-moi de vous couper, mais actuellement, c'est le problème entre Alger et Paris pour l'apaisement des relations algéro-françaises. C'est the problème. Ça veut dire que vous enlevez Bruno Retailleau de l'équation, tout s'aplatit et tout s'aplanit entre la France et l'Algérie et des deux côtés. Et sur les ministres des Affaires étrangères, on fait un communiqué justement pour dire que on voit de l'avant. Donc pour lui, il retient ça une sorte d'otage des relations bilatérales. Il agit en destructeur en fait. C'est un pompier pyromane. Il essaie. Pyromane, pas pompier pyromane. Si je peux permettre, peut-être là je vais diverger avec vous. En fait, le problème il est plus profond que cela. Je ne pense pas que le Retailleau soit le vrai problème. C'est un problème, certes, mais le fait de l'enlever, est-ce que cela va permettre aux relations de revenir à la normale, se réchauffer? Là, je pense qu'il y a point d'interrogation. Dans la mesure où nous assistons depuis quelques années, depuis la venue de Sarkozy, à la montée en puissance d'une droite qui n'est pas une droite politique, mais une droite sociétale. Cette droite qui s'est fragmentée un petit peu et qui a laissé la place, si vous voulez, à l'extrême droite. Donc, si Retailleau partent, c'est une bonne nouvelle. On l'espère tous. On espère que les relations reviennent. Mais il reste toujours qu'il y ait des Retailleaux encore qui sont tapis dans l'ombre. Donc, à mon sens, que le problème, il est assez profond. Donc, le cas ce que nous traitons actuellement, il revient en récurrence à chaque fois qu'il y a un problème à l'intérieur en France. C'est-à-dire qu'il faut toujours ressortir le dossier algérien, d'une manière ou d'une autre, en faire un enjeu électoral, un enjeu d'élection primaire et aussi de repositionnement présidentiel ou législatif. Donc là, je pense que, et peut-être je me trompe, c'est-à-dire j'espère me tromper dans ce cas-là, c'est que même si Retailleau part, est-ce que la question, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aura pas un autre Retailleau qui est tapé dans l'ombre? Bruno Retailleau agit contre les intérêts supérieurs de son pays. Parce que lorsqu'il a été interviewé après la visite de Jean-Noël Barrot, il a vu, comme c'est quelqu'un qui a le droit de regard. Oui, j'ai vu. Oui, le rapport de force a fait avancer fait bouger les lignes. Oui, j'attendrai les garanties. On ira. Comme c'est lui le chef de l'État français. C'est pas le président Macron qui a, comme l'a souligné Gamel, sifflé la peine de récréation. Mais apparemment, le courant anti-algérien, parce qu'il faut noter que Bruno Retailleau est un ministre de l'extrême droite, anti-algérienne, c'est un destructeur, c'est quelqu'un qui fait tout pour saboter le rapprochement entre l'Algérie et la France. Il agit donc clairement contre les intérêts de son pays. Non, c'est alors qu'on a annoncé, pardon, je vous parle pour 2 minutes, alors que lors de la visite de M. Jean-Noël Barrot, on avait parlé d'une rencontre entre les préfets et les consuls algériens pour un peu régler la question des OQTF, des obligations de quitter le territoire français dans un cadre légal et réglementaire. Ça a été acté même malgré ça, et il continue à refaire sortir les dossiers, de parler des délinquants, de parler de beaucoup de choses. Donc clairement, c'est quelqu'un qui s'inscrit contre les intérêts de son pays. Et la barbouzerie de caniveau. Vous avez dit quelque chose qui m'a gêné, parce que vous dites que Retailleau est un épiphénomène et qui traduit finalement un phénomène plus profond sur la droite. Oui. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que tout le monde à droite ne pense pas comme lui, loin s'en faut, même s'il y a quelques excités. Il traduit un phénomène qui est, d'abord, lui, il a un problème avec l'Algérie depuis toujours. Dès qu'il est arrivé, c'est l'Algérie. Il maximalise là-dessus, mais ce n'est pas ça qui fait l'élection. Ce n'est pas l'Algérie. Jusqu'à maintenant, en France, les élections ne se faisaient pas sur le curseur algérien. En général, tous les présidents allaient en Algérie pour garantir que le vote maghrébin et algérien leur soit favorable. Mais il n'y avait pas cette obsession. Lui, il est dans une vague obsessionnelle et il est tout seul. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne correspond pas à un courant. Parce que la droite, il y a un pragmatisme de droite qui dit quoi? 6 000 opérateurs économiques français en Algérie. C'est dangereux pour eux. Ça, ils n'aiment pas ça, quand on touche au business. Retailleau s'en fiche du business, ça ne l'intéresse pas. Lui, dans une posture dogmatique. Donc je ne dirais pas que... on ne peut pas dire que si Retailleau n'est pas là, s'il ne part pas, il n'y a pas de problème. Parce que Sarkozy, à l'époque, il a fait son tour en Algérie, ça se passait bien. Même Sarkozy, qui n'est pas le plus sympa. Donc j'allais dire simplement aujourd'hui, c'est que Retailleau est un phénomène qui existe, qui correspond à l'extrême droite, ça a été dit effectivement, et c'est une droite qui se cache derrière... C'est une extrême droite qui se cache derrière la droite. En vérité, Retailleau devrait faire exactement comme certains, il rejoint l'extrême droite, comme ça le premier réglé. Badis, est-ce que... Pardon, excusez-moi, je pose juste une question à Badis Renissa. Badis, est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau est aujourd'hui le problème de l'axe Alger-Paris, lui et l'extrême droite? Je pense que plus qu'un problème, c'est un élément perturbateur, notamment des discussions qui se font à plus haut niveau, c'est-à-dire pas du tout son niveau. Et d'une part, d'autre part, je pense qu'au-delà qui se prépare à la présidence des Républicains, Retailleau, tout simplement, ce petit poussé, se croit géant. Et en fait, il se prépare quasiment au présidentiel de 2027. Je pense qu'il faut qu'il fasse une thérapie psychiatrique
avant qu'elle soit psychologique, parce qu'il n'en aura pas les moyens, Oui. d'une part, et le seul soutien peut-être qu'il aura, c'est Philippe de Villiers. Et d'ailleurs, c'est son mentor. Et je reprends les dires de De Villiers pour comprendre un peu que c'est un élément perturbateur et un obstacle, c'est que ce même De Villiers qui disait il y a quelques temps, quelques semaines pour pas dire, j'ai peur qu'on passe de l'Algérie française à la France algérienne. C'est grave, quand même. Et vous avez son disciple, notamment ce Retailleau, qui aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche à vouloir, coûte que coûte, je dis bien coûte que coûte parfois même, à recourir à des leviers antidémocratiques. Et à savoir s'ingérer par exemple dans la justice algérienne, française, s'ingérer dans la justice française pour leur exiger notamment des jugements aléatoires, mais surtout des jugements hâtifs, basés sur des éléments fallacieux pour justement mettre en exergue des fantasmes, hein, qui sont ses fantasmes à lui. Donc c'est la dérive, vous voyez bien qu'elle est très grave, elle est au-delà du politique, elle est carrément dans la sacralité de la Constitution française, où il s'ingère justement dans la justice française. D'une part, d'autre part aussi, il a piétiné notamment les prérogatives non seulement de son président de la République, et aussi de son collègue qui est le ministre des Affaires étrangères, pour vouloir jouer les troubles faits notamment, et s'ingérer encore une fois. Moi, j'ai ri quand j'ai vu récemment, il a été questionné sur le réchauffement, la visite de Jean-Noël Barrot, qu'est-ce que vous en pensez sur l'Algérie, sa volonté. Il a le toupet de parler de « j'attends de voir les résultats ». Mais quels résultats? Parlons-en de vos résultats d'abord, monsieur Retailleau. Vous avez été pendant 6 mois le ministre de l'Intérieur à l'étranger. Pour pas dire le ministre de l'Intérieur de l'étranger en Algérie. Donc arrêtez, ça a été évoqué, jamais la France n'a connu autant de faits divers, jamais les Français ont été en insécurité totale. Donc, et il se permet de dire effectivement que j'attends des résultats. Comment ça pouvoir donner d'abord, rendre compte aux Français, d'ailleurs qui ne vous ont pas choisi, puisque c'est une erreur de casting, faut-il le dire. Ça a été rappelé tout à l'heure par rapport à son électorat qui est minuscule, qui est miniature, puis surtout aussi c'est quelqu'un qui n'est pas forcément aimé par la France. Et c'est là où je veux en venir. Nous n'avons pas que des ennemis en France, bien au contraire. J'ai envie de vous dire, c'est la minorité tapageuse qui opprime la majorité silencieuse en France. La minorité bruyante qui apparaît sur les réseaux et qui fait des longs monologues grâce aux chaînes du groupe Bolloré, qui donnent de tapis rouge à toutes ces porte-voix de l'extrême droite. Et voilà où est-ce qu'on en arrive. C'est tout. C'est les médias mainstream qui donnent justement une sorte de micro ouvert à tout ce qui fait du buzz pour taper sur l'Algérie. Et quand tu rentres dans un circuit comme celui-là, un circuit fermé, parce que c'est eux entre eux et qui parlent que de nous, voilà, il n'y a pas de contradicteur, et ben il y a des personnes malheureusement qui peuvent croire à ce genre de baliverne. Mais les gens ne sont pas dupes, et la vérité continuera comme d'habitude à apparaître. Alors Faisal, il y a également cette autre histoire, ce sont les médias français qui tentent de saboter également ce réchauffement des relations entre les deux pays. On a cet exemple de l'affaire de l'enlèvement d'Amir Boukhos, dit Amir DZ. Ces médias français accusent l'Algérie dans cette affaire. Oui, absolument. C'est une affaire qui remonte selon ces médias. Parce qu'il faut noter, comme le disait Mahdi, ces médias, l'information a été rapportée surtout par les médias de droite et d'extrême droite. C'est une affaire qui remonte à une année, l'affaire à 2024, et c'est aujourd'hui que le parti antiterroriste de Paris se réveille et découvre qu'il y a une affaire qui a une année. Opportunément, comme par hasard, après la visite de M. Jean-Noël Barrot à Paris, la reprise des relations, disons, le dégel de la crise qui est entre les deux pays. Il faut noter que c'est aussi un coup tordu de Bruno Retailleau. Après avoir piétiné sur les plates-bandes du ministère des Affaires étrangères, maintenant il piétine sur les plates-bandes du ministère de la Justice. De la Justice, et il parle presque... Parce que lui, comme le disait si bien Badi, c'est quelqu'un qui a échoué à lutter contre les narcotrafiquants. Il faut noter qu'en France, chaque jour, il y a des morts qui sont liés à ces réseaux. Et Bruno Retailleau fait de la communication depuis plusieurs mois sur cette affaire sans aucun résultat, parce qu'il a tort à parler des résultats. Et là, effectivement, cette affaire, le but de cette affaire, qui est une affaire de barboserie, de
bas étage, vise justement à saboter ce rapprochement en accusant, en portant des accusations sans aucune preuve contre l'Algérie et en parlant de 3 personnes qui ont été arrêtées, qui sont soupçonnées de je ne sais pas quoi. Donc c'est aussi un coup et qui malheureusement a pris des relais dans les médias, y compris dans les médias du service public, qui ont donné la parole aussi à des délinquants, à des personnes qui sont poursuivies en Algérie pour actes de terrorisme et qui se passent pour des victimes du pouvoir algérien selon eux. Donc là, on est encore une fois dans une opération montée de toutes pièces par Bruno Retailleau, qui aussi intimide aussi les Algériens dans les aéroports, continue à faire des pressions sur les Algériens. On en parlera si Mehdi voudrait parler de ça tout à l'heure. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui agit et qui semble avoir beaucoup de liberté, parce que c'est à se poser la question. C'est comment l'État français acte à travers son président, parce que c'est celui qui parle au nom de l'État français, c'est le président Macron, et pas quelqu'un d'autre. Au même moment, on parle de ça et on reçoit aussi un leader en guillemets, quelqu'un qui est accusé de terrorisme en Algérie au Sénat français. Donc il faut se poser des questions. Qui veut justement saboter ce rapprochement entre les deux pays? Monsieur Driss Cherif, justement, je vous pose la question. Qui est-ce qui aurait intérêt à saboter ce rapprochement entre Alger et Paris? Il est clair, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des tentatives de réchauffement, il y a parfois un travail de parasitage. Et les médias ne font que relayer ce qu'on appelle une stratégie de parasitage de ce réchauffement. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a une volonté de la part du Quai d'Orsay et même de l'Élysée du Quai d'Orsay de reprendre en main le dossier, ce qu'on appelle entre l'Algérie et la France, ne pas les laisser comme une charge gardée pour le ministre de l'Intérieur. Et là maintenant, cette affaire-là, normalement, il laisse la justice faire son travail. Le fait qu'il y ait des médias qui prennent le relais, le fait qu'il y ait Retailleau s'ingère, c'est-à-dire que ça dénote en fait qu'il y a quelque chose, qui a une force, qui tape dans l'ombre, qui essaie un petit peu de parasiter, de torpiller ce rapprochement. Pour quel intérêt? Est-ce qu'on prépare un petit peu 2027, les élections de 2027, même si c'est vrai que je suis d'accord avec vos collègues qui disent que le dossier algérien n'est pas un sujet électoral, mais toujours est-il qu'au-delà de Retailleau, il y a toute une force qui est derrière. C'est-à-dire que maintenant, on est en train de pousser vers le pourrissement, à croire que le rapprochement, le réchauffement, le début de réchauffement des relations entre les deux pays n'arrange pas les intérêts de certains. Donc je pense que cette affaire, peut-être, elle risque de prendre des proportions, et certains seraient tentés de l'utiliser pour parasiter le travail qui a été fait et saboter le travail qui a été fait jusque-là après la visite du Jean-Noël Barrot à Alger. Très bien, merci Monsieur Driss Cherif. Alors mesdames et messieurs, nous venons de recevoir un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Monsieur Lounès Magraman, a reçu ce samedi au siège du ministère l'ambassadeur de France en Algérie, Monsieur Stéphane Romaté. Cette audience a pour objectif d'exprimer la vive protestation de l'Algérie suite à la décision des autorités judiciaires françaises de mettre en examen et de placer en détention provisoire un de ses agents consulaires en exercice sur le sol français dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire sur un supposé enlèvement du voyou Amir Boukhors, dit Amir DZ, en 2024. L'Algérie rejette fermement, tant sur la forme que sur le fond, les motifs invoqués par le parquet antiterroriste français à l'appui de sa décision de mettre en détention provisoire son agent consulaire. Sur le plan de la forme, l'Algérie rappelle que l'agent consulaire a été arrêté en pleine voie publique, puis placé en garde à vue sans notification sur le canal diplomatique et en flagrante contravention aux immunités et privilèges rattachés à ses fonctions près du consulat d'Algérie à Créteil, ainsi qu'à la pratique en la matière entre l'Algérie et la France. Sur le plan du fond, l'Algérie retient surtout la fragilité et l'inconsistance de l'argumentaire vermoulu et farfelu invoqué par les services de sécurité du ministère de l'Intérieur français durant les auditions, laquelle appuie cette cabale judiciaire inadmissible sur le seul fait que le téléphone mobile de l'agent consulaire inculpé aurait borné autour de l'adresse du domicile de l'énergumène Amir Boukhors. Je cite, l'Algérie qui appelle également à la libération immédiate de l'agent consulaire placé en détention provisoire et exige que les droits rattachés à ses fonctions, aussi bien dans le cadre des conventions internationales que des accords bilatéraux, soient scrupuleusement respectés en vue de lui permettre de se défendre convenablement et dans les conditions les plus élémentaires.
Il n'a échappé à personne que ce tournant judiciaire inédit dans les annales des relations algéro-françaises n'est pas le fruit du hasard et que son occurrence intervient dans un contexte bien déterminé et à des fins de torpillage du processus de relance des relations bilatérales convenues entre les deux chefs d'État lors de leur récent entretien téléphonique. Ce tournant judiciaire malheureux et malvenu prouve que certaines parties françaises ne sont pas animées de la même volonté de revitalisation des relations bilatérales et que l'engagement des uns et des autres n'est pas à la confluence de la bonne foi et de la sincérité nécessaire à la réunion des conditions d'une reprise sereine du cours normal des relations bilatérales. Nous ne pouvons nous empêcher d'être surpris sur le choix cynique fait par les fossoyeurs de la normalisation des relations bilatérales concernant le nervi utilisé comme levain de cette nouvelle action préméditée, l'empressement balourd à utiliser ce voyou comme nouvel étendard de la faconde anti-algérienne qui anime ces instigateurs contraste avec la passivité longtemps affichée dans le traitement des demandes d'extradition émises par les autorités algériennes à l'encontre de cet activiste subversif et lié à des organisations terroristes. Enfin, ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable causera un grand dommage aux relations algéro-françaises et ne contribuera pas à l'apaisement. L'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence, tout comme elle veillera à assumer pleinement et résolument la protection de son agent consulaire. Voilà, c'était donc là un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Merdi, un commentaire. Fossoyeur de la normalisation, ça a été fait d'une façon, je qualifierais de voyou, interpellé dans la rue, une personne qui est sous immunité, avec des documents officiels qui appartiennent à un pays étranger en fonction. Ce sont c'est de la barbouzerie. Il n'y a pas d'autre mot. Les conventions de Genève. Il y a des textes pour ça. Alors on nous accuse les conventions de Vienne, pardon. On nous accuse à nous de ne pas respecter les différents traités et conventions. Et ben la preuve étant que le ministère de l'Intérieur ne les respecte pas. Après, si tu mets une personne en examen et que tu veux incarcérer une personne parce que son téléphone a borné dans un quartier où habite cette personne, c'est juste délirant. Mais encore une fois, c'est ridicule, oui. C'est délirant, ça n'a pas de sens. Si c'est ça l'épreuve, écoutez, c'est très grave. C'est très grave que la France soit arrivée à ça. France, il y a un problème dans cette histoire-là. Moi, ce qui me gêne avec ce monsieur depuis le début, c'est un ancien en plus. Il appartenait au parti de Villiers, hein, ça vous donne un peu le pédigré, 10 ans quand même. Il y a un problème, d'abord, il oublie qu'il y a une séparation des pouvoirs. Lui, c'est la police, et il mobilise la justice. Ensuite, mais qui est ce Amir DZ qui, soi-disant, il y a un an, aurait été embarqué? D'ailleurs, il faut être maladroit. Il appartenait à l'organisation terroriste Rachad. Oui, on s'entend bien, mais qui est-il pour que l'Algérie ait besoin de l'embarquer? On n'est pas sur Ben Barka, ça existe ça. Ben Barka, par contre, on sait qu'il a fait. Qui est-il pour... Ah oui, fin avril 2024. Oui, mais est-ce que c'est un personnage à ce point important? C'est pas Khomeini, il est rien. C'est un influenceur. Donc on voudrait faire croire que l'Algérie a une obsession de vouloir choper les types en France, alors qu'il y a quand même un type qui est beaucoup plus grave, qui est un diviseur de l'Algérie. On parle de Farhad Meni. Lui, c'est un vrai problème, parce que lui, il a une posture politique et qui voudrait être dangereuse. Mais ce gars-là, c'est personne. C'est juste un vulgaire influenceur qui est monté en épingle, qui a quelques followers, on en fait tout un pataquès. Moi, je dis que ça revient encore à ce que je disais tout à l'heure. Monsieur Rotaillot, qui ne respecte pas les principes de séparation des pouvoirs, va s'appuyer sur des amis en justice pour exercer sur un homme qui est quand même, il fait partie quand même de ce qu'on appelle le consulat, c'est bien ça. Donc c'est donc quelqu'un qui est protégé par l'immunité diplomatique. Il va l'embarquer et il va faire quoi? Alors que ça remonte à un an cette affaire, il va le mettre sous mandat il va le mettre de côté en prison, ils appellent ça la préventive, pour être sûr qu'il ne s'échappe pas. On a un vrai problème, c'est-à-dire que le gars il n'a rien fait, on n'est même pas sur du coup, ça a été borné, c'est pas une enquête sérieuse. Oui, on est dans la voyoucratie, on a vraiment dans quelqu'un qui est un incendiaire et qui a vraiment, c'est là où on voit qu'il a la rage, c'est là où on voit qu'il est humilié et qu'il n'a même pas le courage de démissionner alors qu'il n'a pas de parole. Et là on a un problème avec ça parce que ça commence à ressembler à du règlement de compte personnel vis-à-vis de l'Algérie. Je pense que c'est l'arroseur arrosé surtout, c'est que cet énergumène, Rotaillot, bien sûr. Même si c'est les deux qui se ressemblent, a qualifié il n'y a pas si longtemps l'Algérie d'État voyou. Qui est le voyou aujourd'hui?
qui ne respecte pas sa propre loi d'ailleurs, qui s'ingère en fait justement dans un État dit démocratique et avec des principes constitutionnels, s'ingère dans sa propre justice et interfère au niveau des juges pour créer d'ailleurs cette histoire ubuesque, à dormir debout. Je pense que personne n'y croit et encore moins les Français. Et puis d'autre part aussi, on ne peut pas la décorréler d'ailleurs avec Amir Boukhars et cette histoire justement de kidnapping encore une fois, avec des éléments fallacieux, c'est-à-dire que c'est un dossier monté de toutes pièces, mais vraiment d'une manière fantasmatique. Et d'ailleurs, c'est là où on voit l'addiction et l'agitation de ce monsieur, à savoir Rotaillot, à vouloir, coûte que coûte, à tout prix, détruire tous les efforts aujourd'hui, tous les progrès que nous sommes en train de voir à travers les communications téléphoniques, à travers aussi des visites, qui augure des choses positives, une dynamique favorable au réchauffement des relations. Et on voit bien que là, il y a ce trouble fait, il y a ce bouffon de service. La barbouzerie, on peut le dire. Mais une semaine après la visite de Barrot, même pas, excusez-moi, 5 jours après la visite de Barrot, alors que d'après ce que je viens de comprendre, ça fait plus d'1 an que cette pseudo-affaire a eu lieu, faire ça, si on n'appelle pas ça, excusez-moi, c'est un coup fourré, on peut le dire, c'est les coups fourrés. Je suis désolé de le dire, mais à un moment, d'accord, je crois au hasard, mais pas un hasard téléguidé comme ça, c'est pas possible. 4 jours après la visite du ministre des Affaires étrangères Barrot pour justement apaiser les relations bilatérales. Non, c'est pas. Et on peut pas oublier aussi. Trop gros pour être vrai. On peut pas occulter aussi une autre affaire, l'affaire de l'espionnage monté de toutes pièces aussi, notamment qui a été d'ailleurs relayée par les télévisions françaises, y compris France Télévisions, pour vous dire effectivement qu'il y a une stratégie préméditée, méthodique, systémique, portée encore une fois par ces porte-voix de la division, mais surtout aussi de la rupture entre nos deux pays. Et je reviens sur Amir Boukhars. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est vomi par tous les Algériens et qui aujourd'hui est recruté. Et d'ailleurs, ça n'honore pas la DGSI. Et c'est quelqu'un qui est condamné par la justice algérienne et que la France ne veut pas extrader. Il y a eu cette demande d'extradition de la justice algérienne. Tout à fait. Mais entre autres, parlons sur le territoire français. Ouais. Pour un État qui défend l'exemplarité en matière d'application des lois, peuvent-ils aujourd'hui lui demander, par exemple, la source de ces fonds? Ils ne le feront pas. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est l'opposant de service, entre parenthèses. C'est le mercenaire de service qui est justement à la botte des instructions qui peuvent venir par ces donneurs d'ordre, à savoir que ce soit El Merzen ou d'autres forces obscures, notamment en France. Mais ça n'honore pas la DGSI, vous savez, aujourd'hui, d'avoir ce type d'énergumène qui est vomi d'abord par les Algériens et qui, d'ailleurs, a fait de sa richesse, qui a construit sa richesse sur quoi? Sur être maître chanteur contre des individus et des familles, contre quelqu'un qui est un escroc, invétéré, notamment avec des détournements de fonds. J'aimerais bien que la France le convoque pour ce type de questionnement. Mais elle ne le fera pas, encore une fois, parce qu'on a besoin de ce type d'individus, d'énergumènes, de déchets de la société pour permettre justement d'interférer et d'essayer, je dis bien, d'essayer d'avoir un levier de pression sur l'Algérie. Mais c'est mal connaître l'Algérie, et c'est mal connaître les enfants de l'Algérie. C'est une belle conclusion, Badis, mesdames et messieurs. On revient dans quelques instants. Troisième partie d'Hebdo Show, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on continue, messieurs, notre débat autour de la énième barbouzerie des services de Bruno Rotaillot. Les médias français, certains médias français qui font donc passer des délinquants et des criminels pour des opposants algériens. On parle notamment de l'affaire Amir Boukhars Gamalabina. Certaines sources affirment que c'est un règlement de compte dans le milieu du narcotrafic. C'est marrant que vous disiez ça parce que c'est exactement ce que je pensais. Ah ben voilà. C'est très étonnant de voir que la méthode, parce que bon, ils prennent un peu les Algériens pour les imbéciles pour le coup. Si vous voulez vraiment l'embarquer, ça aurait été fait très facilement. Or, l'Algérie n'a aucun intérêt à embarquer un type qui n'est rien. Je rappelle qu'effectivement, il faut se rappeler du passif. Il revient d'Espagne, pantalon troué, pas une thune en poche. Je suis un peu vulgaire, je galvaude le terme pour dire vraiment, c'est quasiment un pauvre type qui vient nulle part. Ouais, clochard, on peut le dire. Il vient nulle part et du jour au lendemain, il vit comme un nabab à Paris. Comment peut-il avoir autant d'argent avec millionnaire en plus, paraît-il. Comment peut-il avoir autant d'argent alors qu'il vient d'ici, dans des conditions difficiles qu'on connaît,
on serait tous millionnaires à ce moment-là. Non, il y a un vrai problème et il faut interroger l'État français par rapport à ses sources de revenus. Il faut interroger l'État français pour savoir qui le paye, pourquoi il est payé. Il faut interroger sur cette question de se faire embarquer dans une forêt. Moi, ça me rappelle les trucs de voyoucratie que j'ai connus quand j'étais plus jeune, où pour faire un coup de pression à un type qui nous devait de l'argent, souvent dans la drogue d'ailleurs, eh bien, on l'isolait, on lui faisait peur, 2-3 tartes et puis après on le lâchait. Ça ressemble à ça. Et aujourd'hui, on a un type qui nous sert le même scénario et un an plus tard, il débarque et là, je suis la victime. Ça va 5 minutes. D'abord, je dis et répète, et je répétais toujours, il n'est rien. Il faut être un peu sérieux. On connaît son nom, il est marrant sur les médias, sur les réseaux sociaux, mais il n'est rien. C'est pas un enjeu national. Donc de faire croire que l'Algérie descend aussi bas que l'a fait une époque française quand ils ont assassiné le pauvre Ben Barka, mais là c'est plus sérieux, de faire croire que l'Algérie fait ça pour un type qui n'a rien du tout, je suis pas d'accord. Donc je pense qu'on doit interroger ses revenus, ses sources de revenus, qui le paye. Comment il réussit à vivre avec un train de vie aussi élevé, sachant que c'est un Khoroto qui débarque d'ici. Je charrie un petit peu, mais sachant que c'est simplement un harag. C'est pas un type sérieux qui se présente comme opposant. J'ai remarqué, j'ai rencontré une fois un opposant récemment dans un débat où il était ridicule, je donne son prénom, Chaoukri, je vais pas donner son nom, ça lui donne du corps. J'ai vu le niveau intellectuel, c'était un ras les pâquerettes, les arguments éculés et ridicules qu'il avait appris par cœur parce que ses maîtres l'ont éduqué. Eh bien, ces gens-là, on ne doit pas les prendre au sérieux. Il faut juste dire à M. Rotailleux qu'il trouve quand même des calibres un peu plus solides que ce genre de clown. Rapidement, à toute fin utile aussi, il y a un autre élément fondamental qu'il faut rajouter, c'est que ce kidnapping se réfère plus à une affaire de narcotrafiquant. Il faut savoir que, forcément, il a créé sa richesse sur être maître chanteur, sur de l'escroquerie, notamment l'escroquerie, y compris envers des narcotrafiquants auxquels il n'a pas payé sa dette ou assuré le règlement de cette dette. Et ce qui fait que, effet de boule de neige, ce kidnapping est justement le fruit de ce type d'agissement de sa part qui finalement, dans son monde, monde de voyous, monde de narcotrafiquants, monde de dealers, et c'est une affaire exclusivement de narcotrafiquants entre dealers et non pas se référant à un État, encore une fois, un État qui est au haut rang, qui est comme l'Algérie et qui n'a aucunement, je dis bien aucunement, ni de près ni de loin, des liens avec cette affaire. Donc il faut arrêter les inepties, il faut arrêter les niaiseries. Et encore une fois, les gens sont adultes, sont responsables, ils ont un minimum d'intelligence, il faut respecter cette intelligence, il faut arrêter, comme disait Gamal, d'aller recruter des vomis de la société, des vomis des Algériens pour en faire des pseudo-agents 007. Moi, ce que je vais dire, je vais prendre beaucoup de risques en le disant, parce que vous le savez tous que je suis résident fiscal aussi en France. Quand tu déposes 500 € en espèces sur un compte en France, tu as ton banquier qui t'appelle dans les 5 minutes. D'accord ? Tu as ton banquier qui t'appelle dans les 5 minutes. D'accord ? Pour avoir la provenance des fonds. Quand tu vis et quand tu as une voiture, un appartement, des beaux habits et que tu mets des photos de toi un peu partout sur les réseaux, tu as pratiquement à 99,99% des fois le lancement d'une enquête pour train de vie. Ce qu'on appelle train de vie. Fiscalement, ils appellent ça le train de vie. D'accord ? Je vous le dis. Si tu ne justifies pas à l'euro près, le fisc te prend tout. Donc moi, je veux savoir ce que cette personne justifie comme emploi pour vivre la vie de rêve, la vie de, excusez-moi l'expression, la vie de loca en Europe. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu cette personne travailler normalement, comme toutes les personnes résidentes en France, comme moi, comme Badis, comme Gamal, comme où on a des fiches de paye, où on a des sociétés, où on travaille, où on paye des impôts. Et tu vois qu'il vit dans un tel confort et dans une telle luxure, où tu te dis la provenance des fonds. D'où vient cet argent ? Et c'est là, hein ? Un tel luxe, pas luxure. Non, mais quand tu te dis que tu ne travailles pas, excuse-moi, mais avoir des sommes d'argent pour payer, tu sais, payer ton loyer, bien te nourrir, bien te vêtir, avoir une voiture, ça coûte énormément d'argent, surtout de nos jours. Donc tout ça, il faut le justifier. Si tu ne le justifies pas, on a tous eu autour de la table des contrôles fiscaux et très récents pour nous intimider, et vous savez très bien qu'ils te demandent la facture de la facture, de la facture et de la provenance des fonds et comment tu as payé et d'où c'est venu. Donc le 2 poids 2 mesures, parce qu'on retombe toujours dans les travers, et je le dis, comme la personne Kamel Daoud, où quand tu craches sur l'Algérie, tu deviens un bon citoyen pour une partie de l'extrême droite, enfin pour l'extrême droite, pour une partie des personnes là-bas, je pense que c'est ça. Du moment que tu arrives, qu'un Algérien, et je le dis, et je le redis, et je le dirai toute ma vie, du moment qu'un Algérien crache
sur son pays et sur ses origines, il est bien vu du côté de l'extrême droite. Promotion par le crachat. C'est une promotion, pour moi, excuse-moi, c'est pas une promotion par le crachat, avec tout le respect que j'ai pour madame, c'est une promotion canapé, d'accord? Donc, on va se dire les choses, on est là pour se dire les choses. Cette personne est obligée de critiquer pour être bien vue de l'extrême droite. Et tout le malheur est là. C'est que tout le malheur est là, et c'est ça dont on ne se rend pas compte. C'est grave d'en arriver à ça. Oui. C'est grave de cracher sur ta patrie, sur tes origines, pour bien te faire voir de l'extrême droite. Vas-y, rapidement. Rapidement, juste pour rebondir sur ce que tu disais, en plus, à charge à la France, aujourd'hui, un élément aussi important, c'est que ce monsieur ne cesse de montrer cette richesse d'une manière ostentatoire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la France ne peut pas nier cette existence de cette richesse, mais surtout de la source de cette richesse, puisque c'est quelqu'un qui aime bien se montrer en Porsche, en voiture de luxe, pour en citer qu'elle, montre voilà, les vies nocturnes, notamment dans les boîtes de nuit. Il vit d'ailleurs dans des quartiers huppés, donc encore une fois, c'est quelqu'un qui ne le cache pas. Et pourquoi il ne le cache pas s'il n'était pas inquiété, justement, par, comme il disait, Mehdi, le track-fin ou tout le système qui est normalement, en temps normal, fait pour les citoyens lambda, et d'ailleurs les Français devraient s'inquiéter eux-mêmes. Hein. Alors, on a réussi pardon, quand même de Mahdi. faire un contrôle fiscal pour des frais kilométriques. Pardon, Bon. Mahdi. Faisal, je me tourne Encore. vers vous. Alors, cet individu qui est connu dans le milieu donc, du narcotrafic, de la criminalité également, est présenté par les médias français comme un journaliste. Est-ce que c'est pas une insulte pour notre noble profession? Oui, à mon savoir, Amel Bourras n'est pas un journaliste. Il a vécu dans les médias en Algérie à un moment donné, en tenant un discours entre guillemets critique, etc. Et puis il a migré, il bénéficie, je pense, de l'asile politique. Je ne sais pas dans quelles conditions il a obtenu. Tu auras bientôt peut-être la nationalité française. Peut-être la santé, parce c'est que pas c'est déjà devenu fait, à la peut-être, on mode. sait pas. Je pense que c'est question de formalité. C'est devenu à la mode, et donc il passe son temps à faire des vidéos sur ceci ou sur cela. La justice algérienne a envoyé 7 fois les demandes d'extradition. Vous voyez que la partie française ne collabore pas réellement avec la partie algérienne, malgré l'existence d'une convention d'entraide judiciaire et de coopération judiciaire qui va être relancée donc à la visite de Gérald Darmanin. Il n'y a pas que ce cas, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont poursuivies par la justice algérienne pour actes de terrorisme, etc. Mais ce qui est intéressant, parce qu'il est étonnant dans l'affaire, et ce que dit le communiqué du ministère des Affaires étrangères, c'est la France qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui est donc garante du droit international, piétine le second droit international, parce que les conventions de Vienne, elles sont très très claires par rapport à la protection des agents consulaires. Et donc quand on lit, j'ai lu quelques comptes rendus des médias, les personnes arrêtées sont déjà condamnées. On parle déjà de terrorisme, etc., etc. Le plus curieux, est-ce que la personne concernée par cette affaire a déposé plainte? À mon savoir, non. Et comment on ouvre un dossier qui a donc maintenant une année, on l'ouvre une année après pour donc parler, pour essayer donc d'attaquer l'Algérie, parce que l'Algérie est clairement ciblée par un avocat inconnu qui est donc devenu médiatique ces derniers jours. Et donc ça pose énormément de questions par rapport donc à cette conjoncture, cette curieuse conjoncture. Mais excuse-moi, mais dire de cette personne qu'il est journaliste, quand tu compares le journalisme à ce qu'il est avec des personnes comme toi ou comme Nouhed ou comme nos amis qui sont Gamal et Bazis et bien d'autres, et toutes les équipes des véritables journalistes en Algérie et dans le monde, c'est une insulte à la profession. C'est un analphabète notoire. Un dealer aussi, il faut le rappeler. Un dealer, il faut rappeler. Voilà, non mais ça va de soi. Mais à un moment, il faut, tu sais, le titre de journaliste, ça se mérite. Tu fais des études pour ça. Excuse-moi, c'est pas parce que tu as mis sur ta page Facebook habite à Paris journaliste que tu es journaliste. Et je suis désolé de le dire. Journaliste, je n'ai pas moi personnellement la prétention de l'être. Pourtant, je travaille dans les médias depuis plus de 5 ans. Et je ne suis pas journaliste. Je donne mon avis. Je suis un simple chroniqueur parce que je n'ai pas je n'ai pas fait les études et j'ai pas fait le cursus pour me prétendre quelque chose que je ne suis pas. Donc c'est dommage pour la noble fonction de journaliste, qui est une fonction, un métier qui est exceptionnel et qui est un métier de passion, et dire des âneries pareilles, c'est juste dégueulasse. Et je veux revenir, excuse-moi Nouhed, et après je vous laisse parler, sur la tentative, à ce qui paraît, d'enlèvement. Moi, je veux juste vous dire une chose. J'habite, comme je vous l'ai dit, une partie de mon temps en France. Les méthodes qui sont décrites dans les articles de presse que je vois derrière l'écran sont des méthodes de voyous. Ne sont pas des méthodes d'agents de services secrets, qu'ils soient algériens, qu'ils soient français, qu'ils soient russes ou qu'ils soient américains. Des agents de services qui sont
chevronnés, qui sont entraînés, c'est pas cette personne qui va leur faire peur et ils vont l'abandonner dans la forêt parce qu'ils ont peur de lui. Excusez-moi, c'est un peu compliqué à croire comme version. C'est plus une méthode de dette ou de voyoucratie ou de, je sais pas, d'échange qui s'est mal passé ou d'affaires litigieuses qui s'est mal passé, mais c'est pas des méthodes d'agents de service sécurité. Monsieur Cherif Delessio, un dernier mot concernant cette affaire. En fait, au-delà de ces affaires, ce qui se cache est très inquiétant. C'est-à-dire que ce qu'on peut ressentir ou peut déceler, c'est qu'il y a une incapacité de la classe politique française de bien arbitrer, de bien gérer les contradictions avec l'Algérie. Si on fait le comparatif, c'est-à-dire tout au long de l'histoire depuis l'indépendance, il y a eu ce qu'on appelle une évolution au don de scie dans les rapports entre l'Algérie et la France. À un moment donné, il y avait des limites que les politiques français n'osaient pas franchir. Là, en l'occurrence, c'est qu'il y a une certaine incapacité, ou plutôt une incapacité avérée de la part de cette classe politique à gérer la relation avec l'Algérie. Une relation qui est très importante, à la fois économique, politique et humaine. Donc, de là à aller évoquer, remettre en scène des petites affaires comme ça que, normalement, ça ne mérite même pas qu'on s'y attarde, comme ça a été dit, mais ça dénote une incapacité d'une certaine classe politique. On n'a plus cette classe politique qui a une vision, qui a un projet par rapport dans la relation bilatérale entre l'Algérie et la France, et disons-le, c'est-à-dire clairement, c'est-à-dire qu'il y a une médiocrité de l'acte politique, c'est-à-dire ces dernières années. Depuis 2017, on n'a plus des politiques qui ont une certaine vision, qui, au-delà peut-être des intérêts, des divergences qu'ils puissent avoir, il y a une certaine capacité plutôt à savoir gérer, à ne pas dépasser les limites. Donc là, en l'occurrence, c'est que la situation elle est inquiétante, elle risque de le devenir encore plus avec les prochaines élections, surtout si la droite dure, réalise des percées en 2027. Je vais vous dire une chose, excusez-moi, mais encore une fois... Ce sera le dernier mot concernant cette affaire. Voilà. Il ne faut pas donner plus de valeur qu'à Bruno Retailleau actuellement. N'oublions pas ce qui s'est passé en 2022 avec Éric Zemmour, qui a été gonflé à l'hélium par les sondages et qui a fini à moins de 7%. Alors qu'il était dans les sondages à 17 jusqu'à 19% et qu'à un moment on disait qu'il allait être au deuxième tour. Ne croyons, les sondages sont souvent pipés par les médias mainstream. Quand c'est des médias qui te commandent des sondages à des téléspectatrices ou téléspectateurs internes, forcément les sondages sont pipés. Donc c'est très important de comprendre comme quoi on essaie de téléguider la pensée du peuple français. Et encore une fois, et je tiens à le dire et à le répéter, les Républicains et le parti dont Bruno Retailleau veut être le futur président a fait moins de 5% lors des dernières élections présidentielles. Leur taux était tellement faible qu'ils n'ont même pas été remboursés de leur coût de campagne électorale, à tel point ils ne sont pas représentatifs des électeurs en France. Très très vite, très court et très efficace. Simplement, dans cette affaire, ce que ça me rappelle, c'est que M. Retailleau, donc cette équipe un peu de bras cassés, de Pligny-Clé, utilise toujours les mêmes méthodes. Les influenceurs, d'un coup l'influenceur algérien qui vient du mal de la France, et l'autre côté un influenceur qui dit du mal de l'Algérie. Mais il part toujours sur le principe des influenceurs et pas de politique. Donc là, on sent bien qu'il utilise ce qui lui reste, il n'y a pas grand-chose. Très bien, merci Gamal Abina, merci messieurs, je pense qu'on a fait le tour de la question. Monsieur Cherif Delessio, vous restez avec nous, on continue donc notre débat, on parle cette fois-ci de la brouille qu'il y a en ce moment, les tensions entre Alger et Bamako, une semaine après la neutralisation par l'armée nationale populaire d'un drone malien, Tin Zawatin, ayant donc violé l'espace aérien national. La tension ne redescend pas entre les deux pays, réaction par communiqué interposé, rappel des ambassadeurs ou encore fermeture des espaces aériens. La situation est bien tendue entre les deux pays. Badis, Bamako n'en est pas à sa première provocation. Tout à fait. D'ailleurs, ça relève un acte hostile avec préméditation, puisque nous évoquons plus de 3 fois la violation du territoire souverain de l'Algérie. Donc il y a bien véritablement un projet, un dessein derrière. D'autre part aussi, puisqu'on évoque un drone d'attaque et non pas un drone de renseignement, donc il y a une volonté délibérée aussi de nuire, éventuellement et potentiellement. Et puis il y a une violation tout simplement au droit international, une violation aux principes même, règles du bon voisinage, qui sont avérées aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui la junte militaire malienne, dans une politique de fuite en avant, c'est connu et reconnu d'ailleurs par y compris le peuple malien, qui est d'ailleurs la première victime de cette junte militaire qui est, faut-il le rappeler,
anticonstitutionnel et illégitime et qui ne représente pas du tout, encore une fois, pas du tout le peuple malien. D'ailleurs, le peuple malien aspire à aller de l'avant, aspire à avoir cette fameuse transition, notamment politique, d'ailleurs qui a été rallongée de 5 ans au passage. Donc c'est là où le bas blesse. Cette politique de fuite en avant de cette junte militaire n'a trouvé que l'Algérie pour essayer d'avoir cette espèce de manœuvre dilatoire pour essayer d'occulter des échecs. Des échecs à plusieurs égards, à savoir l'échec politique, comme j'ai qualifié, de cette transition qui tarde à venir, d'ailleurs dans laquelle ces mêmes colonels sont promus, autopromus généraux entre eux-mêmes, et qui à la fois aussi occultent leur propre peuple malien, puisqu'aujourd'hui c'est un peuple oppressé, est un peuple aussi, faut-il le rappeler, où plus d'1 million de Maliens subissent, je dirais, une crise alimentaire. Et puis vous avez l'échec, et là aussi où c'est un axe important, l'échec purement sécuritaire. Je rappelle que l'épicentre du terrorisme international s'est déplacé vers le Sahel, et en l'occurrence au Mali. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, là aussi, pareil, c'est un échec cuisant, dans lequel, au lieu de s'y atteler, ils ont fait l'effet inverse, puisque cette même junte militaire a expulsé, par exemple, les forces Takuba européennes. Elle s'est retirée notamment de plusieurs organes qui sont faits justement pour coopérer dans la lutte antiterroriste. Donc vous voyez bien qu'il y a une volonté, une stratégie délibérée au-delà de cibler l'Algérie, on pourra en parler sur les leitmotifs et surtout les finalités et qui sont les donneurs d'ordre surtout. C'est ça aussi la question fondamentale, c'est surtout de mener cette région vers l'inconnu, vers l'instabilité, vers ce que j'ai qualifié de chaos organisé pour mieux peut-être promouvoir le projet de fragmentation du continent. Monsieur Cherif Delis, est-ce qu'on peut aujourd'hui accuser cette junte malienne de vouloir enfermer le Mali dans une spirale d'insécurité et d'instabilité? Il suffit de lire le communiqué qui a été pondu par les 3 pays, ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel. On sent clairement, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part du Mali d'embarquer les autres pays, de régionaliser le problème, c'est-à-dire de sortir du tête-à-tête avec l'Algérie, sachant qu'il est une question de rapport de force. Les Maliens savent pertinemment, la junte malienne savent pertinemment qu'il n'y a pas photo. Donc là, on essaie d'embarquer les 2 pays, de légitimer, de donner crédibilité à son action. Et deuxième élément qui est très important, c'est que là, elle a déplacé le curseur sur ce qu'on appelle sur le terrorisme. Parce qu'ils savent très bien que pour eux, c'est le seul thème mobilisateur. De convaincre les Nigériens et les Burkinabés de fédérer leurs forces, de faire bloc contre l'Algérie, il fallait évoquer la question terroriste. Donc là, un petit peu, c'est un pari très risqué, je dirais même suicidaire. Parce que dans l'histoire, quand on essaie de lire dans l'histoire, c'est que les différents accords de 91, 2006 et 2015, il n'a jamais été question pour l'Algérie de soutenir l'indépendance de l'Azawad. Elle a toujours plaidé dans les 3 accords, et notamment en 2015, il faut lire ce qu'on appelle le mémorandum de 2015, notamment l'article 1er, les paragraphes A, B, C, notamment A, c'est préserver l'unité, l'intégrité territoriale de Mali et le caractère républicain et laïque. Donc là, il y a un petit peu, si vous voulez, de la part une mauvaise foi de la part de la nouvelle direction politique d'accuser l'Algérie de vouloir soutenir le terrorisme, de vouloir un petit peu soutenir le séparatisme. Donc là, il y a une stratégie de la part de la junte malienne, un petit peu de reporter tous les échecs sur l'Algérie et de porter un petit peu ce qu'on appelle mettre l'Algérie sur le même pied d'égalité que l'ancien colonisateur. Maintenant, ils sont débarrassés de ce qu'on appelle des Français. Ils sont souverains, c'est un acte souverain et indépendant, mais de là à dire que maintenant le problème c'est l'Algérie, je pense qu'il y a un pari très risqué, c'est-à-dire que depuis 5 ans, il y a le coup d'État de 2020 et à 2021, la transition qui est devenue une transition permanente. C'est un petit peu. C'est-à-dire qu'elle est devenue une transition permanente. Là, à mon sens, c'est que la nouvelle direction de la junte militaire malienne, elle est en train de. Je qualifierais même d'un coup de poker. Et là, le problème qui se pose, c'est que comment se fait-il que jusqu'à présent, c'est que la direction, ce qu'on appelle la nouvelle direction, opte pour l'escalade avec l'Algérie. Quel est son intérêt? Est-ce qu'elle en a les moyens? Et à qui profite le crime aussi? Tout à fait, c'est-à-dire que tout à fait. Donc on est dans une situation d'instabilité chronique. On est dans une, si vous voulez, une géopolitique qui est très fluide, qui est évolutive. C'est-à-dire qu'il y a un entrechevêtrement entre les sous-régions maghrébines et sahéliennes. Donc, toute instabilité dans un segment induira une instabilité chez les autres segments. Donc là, il y a un risque qui est très dangereux. Reste maintenant à parier que cette alliance
l'alliance des États du Sahel, ce n'est pas une alliance quelque chose de primordial, mais plus une alliance d'intérêt qui, peut-être probablement, ne durera pas dans le temps. Chérif, l'Alliance des États du Sahel est constituée par 3 régimes qui ne sont pas l'émanation des urnes. C'est des régimes qui sont nés donc, de putsch militaires, notamment la clique qui est à Bamako. Parce qu'il faut rappeler, Nouhed, qu'Assimi Goïta, en 2012, il était personne, il était un soldat qui a été captif des groupes de la Zawad au nord du Mali et qui a été libéré. Grâce à une médiation algérienne, grâce aussi à l'intervention de l'imam Mahmoud Diko, qui est aujourd'hui accusé de terrorisme. Et aujourd'hui, il est président de force du Mali. Il avait, comme l'a rappelé Badis, en 2021, lorsqu'il y a eu la déposition du président Ibrahim Keïta, il avait parlé d'une transition de 18 mois, maintenant on est à 5 ans, et il est toujours là, il n'y a pas d'élection. Le Mali est en train de s'embourber dans des crises, dans une crise économique, il n'y a pas d'électricité, il y a une pénurie d'électricité. La Constitution a été suspendue et l'opposition est interdite aussi. Ça veut dire que c'est, comme l'a expliqué le professeur Chérif, c'est une escalade, mais qui soutient cette escalade? Il faut lui dire qu'il y a des éléments extérieurs qui soutiennent ça, notamment le Maroc. Et on a vu aujourd'hui une manifestation à Paris de certains militants, certains zélés soutiens du régime donc, de Bamako, manifester où il y avait le drapeau marocain. C'est quand même une curiosité. Il y a aussi un autre intervenant extérieur qui est en train de financer les déstabilisations dans la région du Sahel, qui est les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, il est connu qu'elle soutient des groupes, notamment le groupe d'intervention rapide au Soudan. C'est le Soudan qui le dit, qui est accusé, donc les Émirats à travers l'ONU. Et il y a aussi des milices qui sont présentes dans la région du Sahel, qui sont en train de déstabiliser, de contribuer à la déstabilisation des milices qui sont aussi financées partiellement par les Émirats arabes unis. Il faut rappeler, Nouhed, qu'il y a eu que l'Algérie, parce que personnellement j'avais suivi un peu cet accord de paix et de réconciliation au Mali en 2015, c'était pénible d'avoir cet accord. Les groupes, toutes les parties de la crise malienne étaient en Algérie. L'Algérie a contribué grandement à la signature de cet accord, mandaté par l'ONU, mandaté par l'Union africaine. Ça veut dire que l'Algérie est un médiateur international, c'est un chef de file pour l'application de cet accord. Pourquoi le régime d'Assimi Goïta dénonce cet accord qui est un accord international et qui engage l'État malien? Et est-ce que ça a donné des résultats? Et pourquoi ce régime de Bamako utilise des drones achetés à la partie turque pour bombarder les populations civiles? Parce qu'acheter, par guillemets, à 30 millions d'euros la pièce, des personnes, des populations nomades ont été bombardées et tuées. C'est ce qu'on appelle des crimes de guerre. Donc effectivement, ce régime, à mon avis, la CEDEAO, qui est donc la communauté des États économiques de l'Ouest africain, le Mali, il faut le noter, s'est retiré de cette communauté. D'ailleurs, le Mali est avec le régime de... C'est pas le Mali, je ne parle pas de la population malienne, mais je parle de ce régime qui est à Bamako, a eu des comportements hostiles vis-à-vis de la Mauritanie, il faut le rappeler, avec l'histoire des migrants, etc. Position hostile à l'égard de CEDEAO, et maintenant position aussi à l'égard de l'Algérie, que l'Algérie a beaucoup contribué, l'État malien, depuis son indépendance, en contribuant des aides et des soutiens, des aides humanitaires notamment, pas uniquement au Mali, mais également au Niger et au Burkina Faso. Et vous évoquiez il y a quelques instants, Faisal, la libération d'Assimi Goïta, qui était donc otage, la libération qui a eu lieu donc en 2012. Je vous propose de regarder ces quelques images, on revient dans quelques instants. Donc vous avez ici une vidéo d'un reportage de la libération d'Assimi Goïta à l'époque, en 2012, qui était entre les mains des groupes armés, qui du coup a fait libérer. Observez très bien, il y a un monsieur crâne rasé qui porte en bandoulière. Le monsieur la crâne rasé, ça c'est Assimi Goïta. Le monsieur crâne rasé, c'est Assimi Goïta qui porte un sac en pôle en bandoulière. Voilà. On ne croyait pas, mais moi aujourd'hui j'ai commencé vraiment, j'ai appris quand même quelque chose que je ne connaissais pas. Je prenais ça avec des pincettes, qu'il a été un otage des groupes armés dans le passé. Et c'est ça qui explique vraiment le fait que ces militaires félons qui ont les coups d'État dans leur ADN et qui ont mis le pays à genoux et qui ont amené des mercenaires russes de Wagner, tuer nos populations et nous chasser des femmes, tuer des enfants et des femmes. Voilà. Aujourd'hui, le lieu de remercier باسم رئيس الجمهورية نتقدم بتشكراتنا للجزائر التي وقفت دوما إلى جانب الشعب المالي، وهذا العتاد يأتي لدعم القوات المسلحة المالية
والوحدات المتواجدة في الميدان بغرض تأمين مناطق الشمال والسهر على أمن واستقرار الشعب المالي. Voilà, donc c'était des images qui dénotent de l'aide humanitaire accordée donc par l'Algérie au Mali. Monsieur Cherif Delis, il est important de rappeler aujourd'hui que ce n'est pas le peuple malien qui est, avec lequel nous sommes en tension, avec qui nous avons des tensions aujourd'hui. Tout à fait, c'est-à-dire que là, ce que remarque les trois dirigeants, comme c'est qu'ils se prennent pour Thomas Sankara, le grand Thomas Sankara, c'est-à-dire que n'est pas Thomas Sankara qui veut l'être. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'avec la nouvelle direction, c'est qu'autant il est légitime qu'il y ait un sursaut, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une rupture, mais autant il faut se poser la question, c'est que cette rupture brutale, elle risque d'être désastreuse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une période de transition. Il faut que cette nouvelle direction comprenne que les relations internationales, notamment au niveau régional, la situation, c'est-à-dire que la solution brutale, le tout sécuritaire, aller vers le nord et contrecarrer et mater, entre guillemets, la rébellion Azawad et Touareg, risque d'avoir de conséquences lourdes sur la sécurité régionale. Donc cette vision à la fois du tout sécuritaire, ce qu'on appelle, je dirais même militariste, elle pourrait être contre-productive non seulement sur la région, mais aussi pour le Mali. Donc là, l'Algérie, je crois qu'elle a eu la sagesse et la prudence de ne pas aller vers la surenchère, ne pas aller vers l'escalade, c'est-à-dire aller vers l'escalade, sachant que même le rapport de force sur le terrain, sur le plan militaire, c'est une puissance militaire par rapport à d'autres, mais à mon sens il y a la population malienne qui risque d'être victime. Et je finirai juste par un mot, c'est que là, actuellement, c'est vrai que c'est le devoir des Algériens de défendre leur pays, mais aussi qu'il faut être très prudent de ne pas tomber dans le travers du racisme, parce que j'ai vu quelques reportages par certains privés, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que là, on est allé vers la stigmatisation, c'est-à-dire que là, on cible la population malienne. Je crois que c'est un travers très dangereux et le problème, ce n'est pas la population malienne, c'est-à-dire que on n'a pas de problème avec les Maliens sont nos frères et tout, et là, quand j'ai vu un reportage dans une chaîne privée que je ne citerai pas, franchement, c'est décevant. Donc, je crois que là, il faudrait faire très attention de ne pas tomber, bravo à vous, monsieur, bravo. De ne pas tomber dans ce travers de terrorisme, ce qu'on appelle d'altériser, c'est-à-dire que les autres, de considérer qu'on est supérieur, qu'on est raciste. Là, je suis désolé, là, sincèrement, c'est décevant. Alors, surtout quand on sait qu'on a une population commune, les Touaregs sont algériens et maliens. Très rapidement, ce qui se pose problème par rapport à ces questions-là, et c'est là où Assimi Goïta n'a pas été sérieux, c'est qu'il s'est pris un petit peu trop fort. Il a cru qu'il avait une puissance surpuissante. Il a oublié quand même que l'Algérie a empêché le bombardement par la France du Mali. Il a oublié qu'elle a fait de même pour le Burkina, qu'elle a fait de même récemment en disant à la CEDEAO, nous n'accepterons pas une attaque du Niger, et le Niger l'a bien entendu. Il a oublié que le petit soutien de la Russie ne lui donnait pas une superpuissance militaire, et il a oublié que l'Algérie a tout fait pour garder l'intégrité du territoire. Donc il y a vraiment là-dessus, de sa part, lui particulièrement et lui tout seul, parce qu'il n'est pas aimé, il y a vraiment de l'ingratitude vraiment crasse. Moi, très rapidement, il a oublié aussi, Gamal, pour rebondir sur ce que tu disais, que l'Algérie a été de tout temps solidaire avec le peuple malien, plus de 60 ans notamment. L'Algérie a permis effectivement à assurer des aides alimentaires, plus de 90 tonnes. L'Algérie a permis aussi d'aider militairement l'armée malienne et l'AES, notamment avec des équipements militaires. L'Algérie a également, comme tu disais, en octobre 2021, fermé son espace aérien pour éviter le bombardement, notamment du Mali. L'Algérie aujourd'hui, n'oublions pas, est le seul pays dont des diplomates ont été kidnappés et 2 ont été assassinés sur le sol malien. Donc le sang algérien a coulé sur la terre malienne, il faut-il le rappeler. Et c'est une ineptie aujourd'hui d'entendre effectivement que l'Algérie est source de terrorisme. Et enfin, j'appelle cette junte militaire à prendre une inspiration peut-être sur Modibo Keïta et son discours du 25 août 1960. Très bien, merci Badis, merci également à vous messieurs, merci Chérif Delis d'avoir été avec nous ce soir. Le sujet donc de la brouille entre Alger et Bamako, on reviendra là-dessus dans nos prochaines émissions. On passe tout de suite à un autre sujet, on va accueillir Nariman Zekar et son invité dans quelques instants. Cette partie va être consacrée à la conférence Connected Algeria où les experts ont appelé à renforcer les normes de cybersécurité et à créer une plateforme nationale sur l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Et vous êtes toujours sur Al24 News, mesdames et messieurs. Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noël, bonsoir à tous. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir un invité spécial sur le plateau, entrepreneur, chercheur passionné par l'intelligence artificielle et l'innovation. Rien que ça. Mahdi Chouetan, bonsoir, vous êtes à la tête de projets qui façonnent le futur du numérique et vous êtes également cofondateur de Data TJ. Vous faites partie de ces Algériens qui ont décidé de mettre la main à la pâte pour développer notre pays, l'Algérie. Exactement, merci. C'est donc pour ça que c'est un honneur de vous avoir parmi nous ce merci soir, d'être avec nous pour ce soir. Partager votre N'allez mal laissez-le au moins nous dire bonsoir. Allez-y, partons. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc je vous dis, c'est un honneur de vous avoir ce soir parmi nous pour partager votre expertise avec nous au moment où, comme on l'a vu il y a quelques minutes dans la vidéo promotionnelle par l'ANEP Communication et Signalétique, Connecté d'Algérie était donc le rendez-vous incontournable de la semaine pour les passionnés de l'intelligence artificielle, du numérique et de la tech. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'événement est donc un colloque qui était consacré aux enjeux du numérique et à la transformation digitale de l'Algérie avec près de 1000 participants. Objectif principal, donc, positionner l'Algérie. Et je vais citer là le ministre de la Poste et des Télécommunications, Céd Ali Zarouki, en tant que leader dans le domaine du numérique en Afrique du Nord et peut-être aussi au-delà. Et c'est exactement pour parvenir à atteindre cet objectif que l'aide de patriotes comme vous, Mahdi Chouetan, est essentielle. Vous avez participé à cet événement avec votre Scale-up Data TJ, qui est une sorte d'usine à intelligence artificielle, la première de son genre lancée ici en Algérie. En quoi est-ce que c'est important pour vous, en tant que spécialiste de la data et de l'intelligence artificielle, de participer à ce genre d'événement ? Alors, ce qui est très important pour nous, c'est de participer à une dynamique qui est plus globale que juste cet événement-là. Et la dynamique à laquelle on répond, c'est finalement l'appel du président de la République à ce que les compétences algériennes, où qu'elles soient dans le monde, viennent contribuer à l'essor du numérique en Algérie. Donc l'événement, effectivement, Connecté d'Algérie s'inscrit là-dedans. On a eu le plaisir de pouvoir présenter nos solutions à la fois aux différents visiteurs, mais aussi aux différents ministres qui ont participé à cet événement-là, etc. Et ça nous a rassurés tout simplement sur l'engagement de l'Algérie vers cette voie de la digitalisation et la voie de l'IA, tout simplement. Vous avez répondu donc à cet appel lancé par le président Abdelmajid Tebboune et aujourd'hui avec Data TJ, vous participez activement au développement de ces compétences algériennes en formant de jeunes talents algériens dans les domaines du numérique, c'est ça ? Exactement. Alors l'Algérie dispose déjà de beaucoup de talents avec des écoles spécialisées en IA, des écoles aussi d'informatique qui commencent à se spécialiser aussi là-dedans. Donc, par exemple l'ESI entre autres. Et donc il y a déjà des talents. Nous, ce qu'on permet, c'est de recruter ces talents pour qu'ils puissent travailler à la fois sur des projets sur le territoire local, mais aussi sur des projets internationaux, donc par exemple en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, etc. Donc le fait de pouvoir faire travailler ces talents locaux sur des projets internationaux, ça les fait atteindre un niveau d'exigence qui est compétitif au niveau mondial, et c'est toute notre ambition. Et d'ailleurs, on dit que l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui. AI is now, et dans un contexte international qui est en ce moment marqué par des mutations technologiques qui sont rapides et profondes, une transformation numérique réussie nécessite une approche globale qui inclut la cybersécurité, l'intelligence artificielle et aussi le développement du capital humain. Du coup, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est crucial que l'Algérie protège ces données ? Bien sûr, alors les données, c'est un enjeu de souveraineté nationale, tout simplement, puisque qui dit données, je vais prendre quelques exemples concrets, des données de santé par exemple sur la disponibilité de médicaments, des données de disponibilité de produits agroalimentaires, des données de défense nationale, etc. C'est finalement une connaissance profonde d'une situation d'un pays et ça ne peut pas circuler dans des logiciels ou dans des plateformes qui sont développées par d'autres pays que l'Algérie. Donc à partir du moment où la prise de conscience est faite sur la souveraineté des données et l'interprétation de ces données, puisque l'intelligence artificielle, c'est tout simplement l'utilisation de données pour prendre des décisions en temps réel. Je prends un exemple un peu trivial. Vous allez réserver un billet d'avion, le prix va changer toutes les 5 minutes.
Le fait que le prix change toutes les 5 minutes, ce n'est pas un être humain qui va changer le prix de chaque destination, s'il y a 200 destinations pour chaque compagnie aérienne. C'est des algos qui le font, et ces algos, c'est des algos d'IA, donc d'intelligence artificielle, qui analysent les données et qui prennent des décisions de manière automatique. À partir du moment où on met entre les mains d'intelligence artificielle des décisions aussi importantes que, par exemple, le prix d'un billet d'avion, le déploiement de telle ou telle troupe à tel endroit, etc. Ça, c'est des sujets qui vont être de plus en plus d'actualité. AI is now, comme vous l'avez dit, mais c'est encore plus le cas à l'avenir. Donc il faut prendre le virage de l'IA dès maintenant, et c'est notre rôle en nous installant en Algérie. Donc ce qui ferait la différence, ou plutôt la puissance de l'intelligence artificielle en Algérie, c'est surtout la souveraineté. Exactement. En fait, l'Algérie, bon, je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que l'Algérie attache une importance primordiale à la souveraineté au sens large, pas que sur les données, mais la donnée étant au cœur de tous les secteurs finalement, puisque c'est à la fois dans des secteurs économiques, dans des secteurs stratégiques, etc. Donc la donnée étant au cœur de ça et l'IA étant un dérivé direct de la donnée, on est obligé de s'y intéresser. Bien sûr, d'autres pays l'ont compris, par exemple les États-Unis, à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, a investi 500 milliards de dollars sur l'intelligence artificielle. Il y a la Chine le fait aussi. Voilà, donc tous les pays qui ont vocation à être souverains et à être des puissances soit mondiales, soit régionales, ont adopté cette démarche de souveraineté sur l'IA et sur la data. Donc il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, parce qu'elle suscite des craintes par ailleurs, n'est-ce pas? Voilà. Et il ne faut pas en avoir peur quand on la maîtrise, mais il faut s'en méfier si elle est faite ailleurs et qu'on l'utilise. Moi je dis, il ne faut pas la sous-estimer, il ne faut pas la surestimer. Je ne peux pas dire mieux. Ouais. Autre point important lors de cette conférence connectée d'Algérie, c'est que, sous instruction bien sûr du président Abdelmajid Tebboune, il y a eu l'annonce du lancement officiel des préparatifs pour l'introduction du réseau 5G en Algérie. Alors, en gros, on peut dire que le terrain est déjà prêt. Hein. Qu'est-ce qui pourrait, pour parvenir à cette Algérie qui sera de plus en plus connectée, la prochaine étape consisterait en quoi, selon vous ? Alors bien sûr, la 5G fait partie des axes d'accès au haut débit tout simplement. Qui dit accès au débit dit génération de données. Plus on a du réseau, plus on a des données et plus on peut faire de l'IA. Donc ça, c'est une des composantes de ça. Et je dirais que finalement, arriver à un stade où on parle d'IA souveraine et algérienne, c'est à la fois des compétences locales. Je pense qu'aujourd'hui, on a la matière grise pour le faire. Des sociétés qui sont capables de construire localement des plateformes d'IA et de les exporter, parce que c'est aussi ça l'idée. DataTJ, donc qui est la société que je dirige, a aujourd'hui levé déjà plus de 40 millions de dollars d'investissement pour faire ça. Et notre ambition, c'est tout simplement de construire la première start-up algérienne qui est cotée en bourse à New York. Aujourd'hui, il y a plus de 200 start-up chinoises cotées en bourse à New York. Et nous, on a cette ambition-là. On espère que le jour où cela va arriver, on aura notre petit drapeau algérien quand la cloche va sonner. Vous êtes donné un délai pour ça? Dans une année? C'est un horizon 3 ans maximum. Donc ça, c'est l'horizon réaliste. Ensuite, on va le plus vite possible pour l'atteindre avant ça. Très bien. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la 5G. Il faut rappeler aux téléspectateurs que c'est une technologie qui se limite pas seulement au réseau mobile. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'elle touche beaucoup de... La télémédecine, par exemple, etc. Ouais. Voilà. Et quelle est la différence entre le data et l'intelligence artificielle? Parce que parfois les gens ont tendance à comprendre. Voilà. Alors la data, c'est la matière première de l'intelligence artificielle. Donc j'ai des données, je les interprète, j'en sors des informations, j'interprète ces informations, j'en sors une connaissance approfondie, et grâce à ces connaissances approfondies, je peux déduire des décisions. Voilà, si je dois donner une vision schématique du lien entre la data et l'IA, c'est ça. Prédiction. Très bien, merci. Merci Mehdi Chouiten. Merci d'avoir été avec nous et bravo pour votre initiative. Pour ce que vous faites et justement, encore un exemple de plus des retours des cerveaux, parce que je crois que vous avez étudié toute votre scolarité en Algérie et qu'après vous avez créé vos sociétés en Europe. Et voilà, encore une preuve de plus du retour des enfants pour développer la nouvelle Algérie. Justement, qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes comme vous qui peut-être hésitent? Voilà, c'est maintenant, voilà, faites votre message pour dire ce que vous pensez de votre retour vous avez dans un votre peu nation. Moins d'une minute, mais allez-y. Je pense que déjà le fait qu'on soit formé en Algérie, on est redevable quelque part, donc ça c'est déjà le point de départ. Mais en plus de ça, c'est aussi une opportunité parce que les talents algériens ne se trouve pas partout dans le monde. On a aussi la chance d'avoir un marché de l'emploi compétitif en Algérie, c'est-à-dire que
Bien sûr, un ingénieur à Alger ne coûte pas le même prix qu'un ingénieur à New York. Et donc, il faut aussi utiliser ces atouts-là qui permet à la fois de faire du business, tout simplement, mais aussi de permettre aux compétences locales d'atteindre un niveau international. Il faut peut-être créer aussi une sorte de réseau entre vous, personnes qui êtes donc à l'étranger, notre communauté nationale à l'étranger, ces personnes, ces cerveaux, disons-le comme ça. Pas les connecter justement, voilà, pour qu'ils soient dans un réseau international, un network international. Mais moi je trouve que justement le retour de personnes comme Mehdi ici présent en Algérie pour l'Algérie nouvelle et pour le développement de notre pays est une marque de confiance de ces personnes-là, parce qu'il a tout prouvé à l'étranger, il a réussi à l'étranger, il vient de dire qu'il a fait une levée de fonds de plus de 40 millions de dollars. C'est pas le marché algérien actuel qui va le rendre plus riche que ce qu'il fait à l'étranger, mais par patriotisme et par envie de retour à ses racines, eh ben, il prouve et il veut prouver aux gens comme quoi il va réussir dans son pays. Voilà. Et moi je trouve ça, pour moi, ça a plus de valeur que de l'argent. Mehdi Chouitane, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous autour de la table. Mesdames et messieurs, merci de nous prêter attention tous les samedis soirs. Rendez-vous samedi prochain, 20h45 sur Al 24 News.